on va parler d'un sujet que tout le monde connaît et pourtant, c'est l'un des sujets où il y a le plus d'erreurs en trading, les supports et résistances. Donc, la promesse de cette vidéo est simple. Si tu écoutes attentivement jusqu'au bout et que tu appliques ce que je vais te dire, tu vas savoir tracer les zones qui comptent comme un professionnel. Une zone horizontale, ça sert uniquement à trois choses. Soit te donner un objectif, soit te donner une zone d'entrée, ou alors te donner une zone de gestion ou d'invalidation. Et donc, si un support ou une résistance ne t'aide pas à prendre une décision exécutable, alors il te sert à rien. On va directement sur les graphiques et on va tout de suite commencer avec les 4 types de zones qui ont du sens. Le premier type de support et résistance, ça va être les hauts et les bas de tendance. Et donc, par exemple, ici, on a une tendance baissière. On a un marché qui fait des hauts de plus en plus bas et des bas qui sont eux aussi de plus en plus bas. Ok, donc on a des swing high, des swing low. Et donc cette tendance, elle va nous donner deux extrêmes, un point bas et un point haut. Et ça, c'est un point structurel qui va nous donner des objectifs. Par exemple, ici, j'ai ma zone haute de ma tendance, j'ai mon extrême haut, donc je trace une zone, et j'ai aussi mon point bas ici. Donc des supports et résistances sur un point structurel qui est l'extrême haut ou l'extrême bas d'une tendance. Et donc, pourquoi ces zones de support et résistance vont nous servir comme objectif? Eh bien, parce qu'il y a un sens logique à cela. Si je suis un acheteur dans ce marché, mon premier objectif logique, c'est d'aller chercher ce point haut, le dernier haut que le marché a fait. Et à l'inverse, si je suis vendeur sur ce marché, mon premier objectif logique sera d'aller chercher le dernier point bas que le marché a imprimé. Et donc, quelque chose que tu dois comprendre dès maintenant et qui va casser une sorte de mythe, c'est que ici, mon point haut, il est là, il me donne une zone, d'accord, de support et résistance, et je suis sûr qu'on t'a toujours dit qu'une zone de support et résistance doit avoir plusieurs points de contact pour être valide. Mais tu peux voir qu'en fait ici, eh bien, un haut de structure, un haut de tendance ou un bas de tendance, ce sont réellement des zones de support et résistance psychologique sur le marché. Tous les intervenants les regardent et s'en servent, et pourtant, eh bien, un haut ou un bas, eh bien, ça n'a qu'un seul point de contact. Donc, premier mythe déconstruit, une zone de support et résistance a besoin de plusieurs points de contact pour être valide. En fait, tout dépend de quelle zone structurelle on parle. Le deuxième type de support et résistance qui ont du sens, que tu dois utiliser, ce sont les supports aux résistances de patterns graphiques. Par exemple, de patterns techniques. Un range qui va nous faire une zone de support et une zone de résistance sur le haut et aussi sur le bas. Ça, ce sont des zones qui vont te servir à prendre des entrées sur le marché. Donc, ça peut être une consolidation, ça peut être, par exemple, un double top. Voilà. Ça peut être aussi une figure en, je ne sais pas, épaule, tête, épaule. C'est tout à fait valable. Voilà. Tout ce qui va être pattern, donc figure de trading, ça va nous donner des zones de support et résistance qui nous servent à entrer en position. Donc, par exemple, tu ouvres un graphique, tu regardes et tu vois un pattern. Ici, par exemple, on peut voir un double bottom. Ok ? Donc, quand on voit ça, on cherche à tracer les zones de support et résistance. Et par exemple, on a d'abord ici, sur le haut du double bottom, une zone de résistance qui est ici, qui vient bien passer par le point haut du double bottom, et on avait une zone de support, et là pour le coup elle était oblique, c'était une zone oblique ici, qui faisait le bas de notre double bottom. Et donc, si ta pattern vient casser de façon valide ici ta zone de résistance, eh bien on peut prendre position, il n'y a aucun problème, et comme on l'a vu juste avant, l'objectif minimum, ça sera le haut de cette tendance. Et donc,
Pourquoi j'utilise les patterns comme zone d'entrée? Bien parce que c'est très puissant. Parce qu'à partir de ce moment-là, une fois qu'on a notre pattern, notre zone de résistance, soit le marché, eh bien, il va rejeter et repartir, ou soit il va casser et donc changer de dynamique parce qu'il va casser une structure. Un pattern, c'est une structure. Et donc, quand le marché vient casser cette zone, ici en l'occurrence de résistance, on vient casser une structure, d'accord? Donc là, encore une fois, cette zone de support et résistance, elle est vraiment sur un point structurel du marché. C'est très important à comprendre. Donc quand on vient break, ici, on vient casser vraiment un point structurel très puissant du marché. Et ici, en plus, tu peux voir, on fait un pullback et on repart. Donc c'est vraiment très propre. Je te montre un second exemple ici sur un trade que j'ai actuellement, je suis impliqué dedans. Et donc tu peux voir ici qu'on a eu une tasse avec anse, qui est donc un pattern technique. J'avais tracé ici ma zone de résistance, et je suis rentré en position quand on est venu break cette zone. Et pourquoi? Parce qu'en fait, quand on vient break cette zone, on vient vraiment casser une zone structurelle très forte. Et donc c'est pour ça que je l'utilise en point d'entrée, c'est vraiment très puissant. Donc tu peux voir, par exemple, ici, on a eu plusieurs points de touche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et en plus, on est venu faire un pullback. On aurait pu rentrer après pullback. Donc tu vois bien que pour un objectif, eh ben, on n'aura qu'un point de contact. Ici, sur cette pattern, sur cette zone structurelle, on en a 8. Et sur le graphique juste avant, on en avait, il me semble, 1 ou 2, tu vois. Donc le nombre de touches n'a vraiment pas d'importance. Ce qu'il faut, c'est vraiment que ça soit une zone structurelle importante. Donc le point numéro 2, les supports et résistances de pattern qui nous servent pour prendre des points d'entrée. Support et résistance qui est important à intégrer dans ton trading, ce sont ce que j'appelle les zones internes. Donc ça peut être des ralentissements ou des petits hauts et bas structurels à l'intérieur d'une tendance. Par exemple, ici, on a eu une tendance baissière, d'accord? Et à l'intérieur de cette tendance, eh bien, on a ce que j'appelle les zones internes, donc les supports et les résistances que je vais surveiller et qui vont me servir soit à gérer, parfois à invalider un trade, et aussi parfois, ça peut être possible, à entrer dans un trade. Ici, on va voir les zones internes. J'en ai une première à ce niveau-là, et j'en ai une seconde à ce niveau-là. Et donc tu peux voir que là, le marché a fait des vagues entre ces deux bornes, il y a un ralentissement de marché. On est venu ici, et puis on a navigué entre ces deux bornes, et on fait des rejets un peu partout, puis on la casse, et on vient retester, et ensuite, on a poursuivi la tendance baissière. Et donc, dans ce cas-là, ces zones, par la suite, elles ont permis de venir manager. Pourquoi? Parce que ici, si tu as été impliqué à la hausse, eh bien, tu peux voir que le marché, comme il l'a fait à gauche, il a répliqué à droite la même chose. Il est venu à l'intérieur de ces deux zones et il a navigué dedans avant de casser. Et donc, ces zones ici pouvaient servir de gestion. Si tu étais dans un trade, eh bien, tu aurais pu, par exemple, mettre un stop loss ici, en dessous de cette zone, et plus particulièrement lorsque le marché est venu casser ici cette seconde zone de résistance, eh bien on aurait pu manager sous le dernier bas de cette petite consolidation et qui se faisait sur cette zone de résistance qui était devenue support. D'accord? Donc ces zones internes, elles vont nous servir à manager quand on est dans ce cas de figure-là. Donc j'espère que c'est clair pour toi. À gauche, on a eu du ralentissement ou des petits points hauts, points bas. Ça nous fait des zones de support et résistance. Donc à droite, quand on est revenu dessus, on a fait à peu près la même chose qu'à gauche, une consolidation entre ces deux zones. Le marché vient casser cette zone de résistance, eh bien je me sers de la zone juste avant, et qui fait aussi accessoirement dernier bas du marché, en dessous de cette consolidation, pour venir manager mon trade. Ça, c'est la première possibilité avec les zones internes. La deuxième possibilité avec les zones internes, ça va être de jouer un rôle d'invalidation sur le marché. Donc par exemple, ici, on avait un pattern
on avait une sorte de tasse avec anse. C'est pas la plus belle des tasses avec anse, mais c'est bien une tasse avec anse. Donc ici, on a une zone de support et résistance, de pattern, comme on l'a vu juste avant, qui nous sert d'entrée sur le marché. Et donc on peut voir que ici, quand on est venu break à la hausse cette zone de résistance, de pattern, eh bien le marché a décollé à la hausse. Ok. Mais nous, ce qui nous intéresse, ce sont les zones internes. Et donc là, on va voir comment une zone interne peut jouer le rôle d'invalidation. Ici, c'est plutôt évident. On peut voir que le marché ici a fait un bas, un haut, un bas et un nouveau haut. Donc on a cassé complètement la structure baissière. On vient casser la structure en pattern, donc qui est une tasse avec anse, et on entame une nouvelle tendance haussière. En tout cas, on a un bas plus haut et on commence à faire du haut plus haut aussi. Et donc, l'invalidation sera forcément derrière le dernier point bas, d'accord ? Ce point bas est une zone de support. Et donc, c'est une zone interne, parce qu'elle est interne à cette nouvelle tendance haussière. C'est un mini point bas à l'intérieur de cette tendance haussière qui nous sert du coup de zone d'invalidation si on prend une entrée. Et regarde, je peux même tracer une zone très pertinente d'ici à ici. Je vais la mettre en rouge, barrière stop loss, et donc tu peux voir que ça nous fait vraiment une zone d'invalidation réelle sur le marché. Donc ça, c'était la deuxième possibilité avec ces supports et résistances internes à une structure. La troisième possibilité avec les zones internes, ça va être que c'est une zone de support et résistance qui peut nous permettre de prendre une entrée. Et dans ce cas-là, on va travailler dans la tendance du marché. Donc comme on l'a vu, ces zones internes, ce sont soit des ralentissements de marché, des petites patterns, des petites consolidations, ou soit des petits hauts et bas à l'intérieur de cette tendance. Ici, on a une très belle tendance haussière, d'accord ? On fait des points hauts de plus en plus hauts, des points bas de plus en plus hauts, d'accord ? C'est très clair, c'est très visuel. On a une très 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 belle tendance haussière. Et donc, on peut avoir des stratégies de trading de suivi de tendance. Et dans ce cas-là, ces zones internes peuvent nous permettre d'entrer en position. Et donc, pour pouvoir entrer en position, ce qui va nous intéresser, c'est de trouver des supports et résistances qui sont en fait sur des hauts et des bas de marché, à l'intérieur d'une tendance. Ici, sur une tendance haussière, ce qui va être préférable de faire, c'est de repérer des points hauts à l'intérieur de la tendance. Et si le marché les casse et revient tester, eh bien, on peut prendre des entrées dessus. Et par exemple, ici, regarde, on a deux très beaux exemples. On a ici une première zone interne où on vient faire un point haut de marché. On a une très belle zone, on vient la casser. Et ici, on est venu la retester vraiment au millimètre près. C'était vraiment très beau, très propre. Et ensuite, le marché a continué sa hausse. Donc ici, cette zone interne, cette zone de résistance qui est devenue support, aurait pu nous permettre de rentrer en position. Et en plus, alors là, on était sur la trendline, donc c'était très propre techniquement. On est venu ici aussi faire un autre point haut de marché. Donc on avait une belle zone de résistance. On est venu la casser, reteste, on fait un pullback, et puis voilà, le marché derrière continue sa hausse. Donc là aussi, ça aurait pu être potentiellement une zone d'entrée à l'achat sur cet actif. Donc ça, c'est vraiment la troisième possibilité avec ces zones internes. Et donc, c'est très utile et très intéressant si on veut prendre des positions tout simplement en suivi de tendance. Donc voilà les trois utilités des zones internes. Ça peut être de la gestion, de l'invalidation, mais aussi des prises de position. Le quatrième type de support et résistance, ça va être tout ce qui est oblique. Donc par exemple des trendlines ou encore des supports ou résistances de triangles, de patterns. Et donc il faut faire très attention. Les supports et résistances obliques, ce sont des outils d'analyse, mais en aucun cas ce sont des outils d'exécution. C'est-à-dire que on peut se servir d'une trendline, d'un support oblique, d'une résistance oblique, par exemple dans un triangle, en analyse, mais jamais pour prendre une position. On ne prend jamais position sur un prix oblique, parce qu'un prix oblique, ça peut être subjectif, et surtout ça a beaucoup moins de poids qu'un prix
horizontale. Donc l'oblique, c'est pour la lecture, l'horizontale, c'est pour l'exécution. Et donc, par exemple, ici, tu peux le voir, on a une très belle trendline baissière, elle démarre ici, on a un point de contact ici, puis un point de contact ici, et ensuite, on vient break cette trendline avec une bougie avec un beau corps, on a un petit momentum haussier, on peut voir que le prix ne fait pas de nouveau plus bas, on peut se dire, tiens, on vient casser la trendline, eh bien je rentre en position. Et comme tu peux le voir, bon, bah derrière, finalement, le prix finit par réintégrer la trendline. Et donc ça, c'est vraiment l'erreur que tu ne dois plus faire en trading, c'est de vouloir exécuter sur des supports et résistances obliques. En plus, ce qui est intéressant à remarquer, c'est qu'ici, on avait une zone du coup de résistance et que donc, si tu es rentré ici à la cassure de cette trendline, eh bien en plus, tu étais sur une grosse zone de résistance horizontale, ici pour le coup, et qui n'a pas vraiment cassé, elle a cassé très légèrement ici, mais c'est pas une cassure valable, et donc derrière, le prix, eh bien, se retourne. Donc on peut voir que le prix horizontal a beaucoup plus de poids que le prix oblique. Donc ici, on a vu pour une trendline, mais comme je te l'ai dit, ça peut aussi être valable sur des obliques, par exemple de pattern, donc en triangle, et ici, on pouvait parfaitement tracer un support oblique à cette consolidation. Donc là, voilà, on a un beau support oblique avec qui démarre ici, un point de contact, un deuxième point de contact, un troisième point de contact. Et alors peut-être que là, tu voulais trader en continuation de tendance parce que tu vois un triangle et voilà. Donc ici, on a la cassure du support oblique. Je vais enlever celui-là pour que ce soit plus clair. Voilà, on a la cassure du support oblique de ce triangle. Et là, c'est pareil. Jamais il faut prendre une position sur une cassure d'oblique. Ça reste qu'un support oblique. Ce que tu peux faire dans ce cas-là, c'est trouver un support horizontal. Ok ? Et donc, tu aurais pu en avoir un, par exemple, ici. Donc, tu pouvais ici matérialiser un support horizontal pour trader la cassure de ce support oblique. Et donc, tu peux le voir ici, le prix est venu à casser, et là, il est même en train de faire un retest. Donc, retiens bien ça, on ne trade jamais des supports et résistances obliques. Ils servent à la lecture, ils servent à l'analyse, mais en aucun cas, ils ne servent à l'exécution. L'exécution se fait toujours sur des zones, donc support et résistance, horizontales. Alors maintenant qu'on sait quelles sont les zones qui ont du sens, que l'on doit surveiller et repérer, maintenant, il faut aussi qu'on sache correctement les tracer. Et donc, c'est pour ça qu'on va voir deux erreurs très courantes, mais qui malheureusement peuvent rendre tes zones très fragiles, voire inutile. La première erreur, c'est de tracer une zone majoritairement ou exclusivement sur de la mèche. Et ça, c'est pas bon du tout, parce que la mèche, c'est du bruit, c'est du rejet, c'est un peu de volatilité, alors que la clôture, c'est vraiment, si on peut dire, un espèce de vote, c'est une voie définitive, c'est, voilà, ok, on a accepté ce prix. Donc, une zone propre, une zone qui a du sens, c'est une zone qui respecte les clôtures et qui inclut des mèches de façon cohérente. Donc, par exemple, ici, une erreur qu'il ne faudrait pas faire, on peut se douter ici qu'on a une zone de résistance, mais on pourrait la tracer de plusieurs façons. Il y a une façon correcte de la tracer et une façon qui n'est pas correcte. Et une façon qui n'est pas correcte, ça serait par exemple de se dire, je démarre ici du haut de ma petite mèche ici, voilà, et je vais relier un maximum de mèches. Voilà. Et donc, par exemple, ici, j'ai une mèche, une clôture, une mèche et une mèche. Donc, on a 3, 4, 5 mèches pour une clôture sur cette zone. Et donc, c'est pas bon, parce que la priorité va d'abord aux clôtures de bougies. Donc, une zone bien tracée à cet endroit ressemblerait en fait plutôt à cela. Ici, la zone est tracée correctement. On a de la clôture, ensuite ici on a une mèche, mais c'est pas la mèche que j'ai absolument cherché à intégrer, c'est juste que j'avais une autre clôture ici, et donc là avec ces deux clôtures et les mèches qui viennent s'intégrer de façon naturelle à l'intérieur, là j'ai une zone bien tracée,
pertinente, efficace. Contrairement à la première, qui était basée quasiment exclusivement sur de la mèche. Ici, je suis venu intégrer mes clôtures et les mèches qui sont sur la route s'intègrent de façon cohérente. Donc ça, c'est super important. On a un second exemple ici où on aurait pu faire cette erreur de tracer la zone de résistance sur de la mèche. Alors ici, on a un marché qui consolide, on avait notre trendline. Alors bien sûr, on a déjà vu qu'après, on a fait notre fausse cassure, on n'a pas vraiment cassé la résistance, on est reparti, mais imagine qu'on n'a pas encore fait cette partie-là. Tu viens analyser ton graphique et tu vois qu'il y a une zone ici. Et donc l'erreur aurait été de la tracer de cette façon, de partir de cette mèche ici en haut et de venir tracer comme ceci. Pourquoi? Eh bien parce qu'on vient faire notre zone quasiment que sur de la mèche. Alors oui, ici on a une clôture, mais pas à l'intérieur de la zone, en dessous de la zone, et c'est de la mèche qu'on vient inclure à l'intérieur de la zone. Ça, c'est pas bon du tout. Ça nous donne une zone fragile, et voilà, c'est pas ça qui nous intéresse. La bonne façon de tracer la zone ici, c'est toujours de se dire, je prends en premier les clôtures. C'est les clôtures qui donnent du poids. Donc là, je vais commencer ma zone sur la clôture ici. Je l'étends et ensuite je viens chercher un point de fermeture de ma zone qui a du sens. Et ça pourrait par exemple être ici, sur ces clôtures. Je vois que je peux pourquoi pas étendre même à gauche. Ouais, parfait. Voilà, ici, on a une très belle zone. On va essayer de la tracer au mieux. Et là, elle est très bien comme ça. Et donc, on est passé d'une zone à une grande majorité de mèches à une zone qui a beaucoup plus de sens. Ici, on vient faire de la clôture, on a de la clôture, on a du rebond encore avec de la clôture, on a de la clôture, et là aussi, on a de la clôture. Là, la zone est parfaitement bien tracée. Donc, j'espère que c'est clair pour toi, comprends ça bien, pratique sur tes graphiques, priorité aux clôtures, toujours. La priorité aux clôtures pour tracer les zones. La seconde erreur, il faut être aussi très vigilant là-dessus, c'est d'avoir des zones qui ne sont pas cohérentes. Je veux dire des tailles de zones qui ne sont pas cohérentes. C'est-à-dire avoir une zone beaucoup trop faible en amplitude de prix ou beaucoup trop grosse, d'accord? Parce que si on n'a pas une zone qui a une taille cohérente, eh bien là aussi, ça peut nous emmener vers de graves erreurs. Et ça peut te pénaliser, bien sûr, dans tes résultats. Là, par exemple, ici, j'ai tracé une zone, hop là, voilà, une zone ici qui est correcte, pourquoi pas un pattern, je surveille ça. Et donc, j'ai tracé ma zone ici, hein, sur de la clôture, 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 un peu de mèche, mais j'aurais pu faire des erreurs, j'aurais pu, par exemple, tracer une zone qui n'a pas une taille cohérente. Par exemple, j'aurais pu, pourquoi pas, essayer de faire ceci, pour venir intégrer cette clôture de bougie ici, et je commencerai à avoir une zone qui a une taille disproportionnée en prix. Et donc, quel est le problème, en fait, si j'avais tracé comme ça? À première vue, tu peux te dire, bah, quel est le problème? De toute façon, si on vient casser la zone, ça change rien. La zone de départ, elle sera toujours la même. Oui, mais le problème vient, en fait, si j'ai une cassure, puis un pullback. Par exemple, si je veux rentrer sur pullback, et que le prix fait ça, il revient, et il fait ça. Je me dis, ok, j'ai un pullback valide. Sauf que ma zone n'est pas bien tracée, j'ai pas une taille cohérente. Alors qu'avec une zone qui est bien tracée, qui a une bonne taille, par exemple, le marché va venir casser et réintégrer, et ensuite repartir. Donc le marché va faire la même chose que dans l'exemple précédent, sauf que dans ce cas-là, je ne vais plus rentrer parce que je vais me dire, eh bien, ma zone de support qui devient résistance, eh bien, n'existe plus. Elle s'est fait transpercer, le marché ne la respecte plus, et donc je ne rentre pas en position. Et donc c'est pour ça que ça peut être très dangereux, eh bien, une zone qui n'a pas une taille cohérente. Donc fais vraiment attention à ce type d'erreur. J'aurais pu aussi mal la tracer d'une autre façon, par exemple en cherchant à aller descendre pour prendre des mèches. Voilà, là ici, je pourrais me dire, si je tire un peu ma zone, ah ouais, là j'intègre plus de mèches, donc ma zone a plus de poids. Mais là c'est pareil, la zone devient eh bien, beaucoup trop grosse. Elle n'a plus de taille cohérente par rapport à mon pattern ici, par rapport à ma structure
globale. Et là aussi, bah, ça peut être vachement pénalisant parce que si par exemple le marché peut faire ça et venir s'arrêter juste ici, et je vais me dire, bah finalement non, j'ai pas une cassure franche, je vais pas rentrer dans le marché, si je voulais rentrer à la cassure par exemple. Alors que avec la zone bien tracée, qui a une taille cohérente, bah finalement je me rends compte que sur le même mouvement, là j'aurais une cassure franche, et là j'aurais pris l'opportunité. Donc comme tu peux le voir, eh bien, avoir une taille de zone qui n'est pas cohérente, ça peut t'amener à des erreurs. Ici en l'occurrence, ça nous fait rater une potentielle opportunité. Et sur le premier exemple, ça nous faisait rentrer sur un pullback inexistant. Donc voilà, sois vraiment vigilant à ça. Une très grave erreur avec les supports et résistances, c'est de se dire, eh bien, si ça réagit, eh bien, c'est que je suis sur une zone de support et résistance. Mais en fait, si ton critère c'est ça a réagi, en fait, tu vas tout le temps te tromper. Parce que, en réalité, tu peux tracer une ligne n'importe où et tu trouveras des réactions. Sauf qu'une réaction, eh bien, ça ne veut pas dire que tu es sur une zone d'intérêt pour les intervenants. Le marché, il bouge, il respire, il fait des pauses, il fait des mèches, il fait tout ce que tu veux. Et en fait, si tu traces une ligne, n'importe où, tu trouveras toujours des réactions et tu auras l'impression d'avoir trouvé une zone de support et résistance. Donc, on va faire une petite expérience là sur ce graphique. Je vais cacher mon graphique, voilà, ici, sur la gauche, et je vais tracer des lignes au hasard. Je vais en mettre une ici, une seconde ici, une troisième. Je vais les mettre vraiment au hasard, hein. Une quatrième et une cinquième. Voilà. On va pas inonder l'écran, mais voilà, j'ai mis des lignes au hasard et regarde ce qui va se passer. On va dézoomer et là, on a trouvé des supports et résistances. Réaction, 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 réaction ici aussi, réaction ici, ici, réaction ici, réaction ici, 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 ici. Tu vois, c'est magique. Et donc, c'est pour ça qu'il faut bien que tu comprennes que ici, voilà, une réaction, une deuxième, une troisième, une quatrième. Et pareil sur les points bas ici, ça réagit quasiment parfaitement. Réaction ici aussi, rebond ici aussi. Et donc, le problème de penser en termes de réaction, eh bien, c'est que tu peux tracer des lignes n'importe où et avoir des réactions. Et là, si tu fais ça, tu peux te dire, waouh, j'ai trouvé des zones de marché, alors qu'en réalité, tu viens de prouver juste l'inverse, c'est qu'en fait, tu peux fabriquer du sens avec n'importe quoi. Et donc, la question, c'est pas est-ce que le prix a réagi ? La question, c'est est-ce que cette zone a une fonction structurelle ? Est-ce que c'est un endroit où le marché a construit une structure ? Est-ce que c'est des points haut-bas importants ? Est-ce que c'est un haut ou un bas de pattern, etc., etc. Et si t'as pas ça, en fait, t'es juste en train de tracer des niveaux qui n'ont pas de poids, en fait, qui n'ont pas de force. Et donc, c'est super dangereux parce que ça donne l'illusion d'avoir trouvé des zones importantes alors qu'en fait, il y a rien du tout. Donc voilà, petite expérience assez marrante pour te montrer que réaction ne veut pas dire zone importante, et réaction ne veut pas dire support résistance exploitable. Donc un support résistance, comprends-le bien, c'est pas un endroit où le prix a touché, d'accord ? Ici on a des touches partout. C'est un endroit où la structure du marché, ici se passe quelque chose d'important. C'est toujours lié avec une zone structurelle, d'accord ? Et dernière petite chose, un rappel important qu'il faut quand même faire, mais bien sûr, on trace toujours des zones, d'accord ? Les supports et les résistances, ce ne sont pas des lignes. Parce que je vois des graphiques, parfois, avec juste des lignes. C'est pas bon, d'accord ? N'oublie jamais, ce sont des zones. Par exemple, ici, tu estimes qu'il y a une zone de support et résistance, c'est pas une ligne, d'accord ? Ça serait par exemple cette zone comme ça, voilà. D'accord ? On travaille toujours en zone, jamais en ligne. Voilà, petit rappel important et nécessaire à faire parce que c'est une erreur qui persiste encore aujourd'hui.